Léon. C'est vrai que c'était un peu un pari en 8 jours de traiter un sujet aussi vaste. Je l'ai fait pour 3 raisons. D'abord parce que je suis optimiste et étant entrepreneur, et donc j'ai pensé que j'y arriverais. Ensuite, parce que c'est un sujet qui a déjà été traité. Il a été traité à de nombreuses reprises, et il y en a au moins 3 que je vais vous donner et que je vais vous expliquer. 3 études très approfondies sur les réformes réussies à l'étranger. Le premier, c'est l'OCDE, qui a fait une étude de 580 pages, donc c'est pas rien. Alors le titre de l'étude de l'OCDE, c'est « Les facteurs déterminants de la réussite des réformes structurelles ». C'est vraiment le sujet que j'ai à traiter. Les facteurs déterminants. Et puis il y en a une deuxième étude qui est qui est plus succincte. Celle-là, c'est France Stratégie. Je ne sais pas si vous savez ce que c'est que France Stratégie. C'est l'ancien commissariat au plan. C'est pas très vieux, en 2014. Ils ont fait cette étude, réduction des dépenses publiques, les leçons de l'expérience. C'est aussi le sujet que j'ai à traiter. Et la troisième, alors qui est une très grosse étude, là il y a 800 pages et quelques, qui a été faite par l'inspection générale des finances. Alors je sais bien que les inspecteurs des finances ne sont pas très bien vus ici, mais il se trouve quand même que c'était François Baroin, qui était ministre de l'économie ou des finances, qui leur a demandé de faire cette étude. C'était en 2011. Et ils ont mis 3 inspectrices d'ailleurs des finances sur le sujet, qui ont travaillé pendant des mois, qui ont fait travailler les ambassades de pays étrangers, parce qu'elles sont promenées dans plusieurs pays étrangers où il y a eu des réformes réussies, mais également elles ont, dans les autres pays où il y a eu des réformes réussies, elles ont demandé des notes très approfondies sur les ambassades françaises dans ces pays-là. C'est pour ça qu'elles ont pu sortir une étude de 800 pages, mais qui est une étude approfondie aussi, dont le sujet est les stratégies de réforme à l'étranger. Études sur les stratégies de réforme à l'étranger. Donc c'est quand même le sujet qui a vraiment été traité. Alors je me suis tapé les 1300 pages en question. Je vous dispense, elles sont sur internet, vous pouvez les voir, hein, ces 3 études. Je vous dispense, puisque je vais vous permettre en moins d'1 heure d'avoir la substantifique moelle de ces 3 études. Alors, et puis la troisième raison, c'est quand même que c'est un sujet que j'avais traité. J'ai sorti un livre il y a 1 an qui s'appelle « Républicains osés ». Alors évidemment, il n'est plus d'actualité, et les Républicains, ils ne sont pas au pouvoir. Mais si vous rajoutez « En Marche »,« Républicains en marche osés », vous avez la même chose. C'est le même sujet. Et eux aussi, il y a certainement des réformes à faire là-dedans que je proposais. Et donc j'avais fait cette étude il y a 1 an, et ça n'a pas beaucoup changé depuis. Donc voilà les raisons pour lesquelles j'ai dit oui c'est l'autre Bourrefoton qui m'a appelé pour me dire que Léon ne pouvait pas. Et alors je pense que vous êtes, la plupart d'entre vous en tout cas, vous êtes d'accord pour dire que c'est utile de regarder ce qui se passe à l'étranger, surtout en matière de réforme, qu'on peut peut-être y trouver des leçons pour la France. C'est pas une opinion qui est générale, hein. Il y a beaucoup de gens, des syndicalistes notamment, qui disent « Mais non, la France n'a rien à voir avec l'Allemagne, ça se compare pas, rien n'est comparable, et donc c'est pas la peine de rechercher. » Je voudrais savoir combien, ici, dans cette salle, pensent comme les syndicalistes, c'est-à-dire pensent que c'est pas la peine de regarder à l'étranger. À personne. Bon, ben je peux arrêter alors. Bon, je vais quand même continuer. Je vais vous dire, donc, à mon avis, pourquoi. Alors, il faut regarder ce qui est à l'étranger, il faut surtout regarder les pays qui ont marché. C'est quand même mieux que les pays qui n'ont pas marché. Mais il faut aussi regarder les échecs. Pourquoi il y a eu des échecs de réforme. Pour les pays qui ont marché, là je vais peut-être être aussi optimiste, mais vous donner aussi une raison d'optimisme. Il y a beaucoup de pays européens. Sur les 10 pays que je cite qui ont réussi leur réforme, il y a le Canada et 9 pays européens. C'est pas mal. Donc, et quand on regarde les pays européens, quand on regarde leur compétitivité, il y a un indice global qui la Banque mondiale publie tous les ans. Et je vous donne le classement de la compétitivité des pays par la Banque mondiale pour 2017.
Le premier, c'est la Suisse. Tout le monde l'admet parce que c'est un pays qui marche bien, absolument aucune ressource naturelle, sauf le paysage peut-être, mais il a quand même parfaitement réussi. C'est un petit pays, c'est un pays divisé, il y a 4 langues, etc. N'empêche que c'est un pays qui a réussi. Malheureusement, il n'y a pas beaucoup de réformes. Il n'a pas eu besoin de faire des réformes. Donc je ne vais pas trouver beaucoup d'exemples. Je vais quand même en trouver 2. La première, c'est il y a 2 siècles. Ils ont inventé le référendum d'initiative populaire, ce qui fait que les citoyens contrôlent bien leur gouvernement à tous les niveaux, fédéral, cantonal, local. Et donc, c'est quand même une réforme dont on pourrait s'inspirer. Et puis, il y a une deuxième réforme qui est plus récente, qui est dans les années 2000. Ils ont fait ce qu'on appelle le frein à l'endettement. Le frein à l'endettement, c'est-à-dire qu'ils sont aperçus que leurs finances dérapaient aussi un peu, et en particulier dans certains cantons. Et ils ont fait donc une loi qui dit que quand les finances dérapent, quand les finances publiques dérapent, c'est-à-dire qu'il y a des pertes, on a un certain temps pour les redresser, mais qu'il faut le faire. C'est impératif. Aussi bien au niveau fédéral qu'au niveau cantonal. Et ils l'ont fait. Il y a eu des cantons qui ont été obligés d'appliquer la loi de frein à l'endettement, ils appellent ça frein à l'endettement, c'est-à-dire retour à l'équilibre. Bon, alors en dehors de la Suisse, dans les pays qui sont bien classés dans cet indice de la Banque mondiale, il y a quand même 2 pays qui suivent la Suisse, qui ne sont pas européens, c'est Singapour et les États-Unis. Mais ensuite, vous ne trouvez que des pays européens. Vous trouvez dans les 7 premiers, alors je vais vous dire lesquels, les Pays-Bas, l'Allemagne, la Suède, le Royaume-Uni, qui sont donc dans cet ordre, dans le classement de la compétitivité des différents pays. Donc on ne peut pas dire que l'Europe est foutue, comme on a laissé entendre, elle n'est pas foutue. Là en tout cas, elle est composée de pays compétitifs, de certains pays compétitifs. Et pourquoi ne pas essayer de prendre l'exemple sur ces pays pour que toute l'Europe soit compétitive? Alors, je commence par le premier, l'OCDE. L'OCDE, les facteurs déterminants de la réussite des réformes structurelles. Vous allez voir d'ailleurs que ces 3 points de vue, bien que les titres soient pratiquement les mêmes, les points de vue sont complètement différents. Et d'ailleurs le mien en plus à la fin va être aussi différent. Les facteurs déterminants. Le premier facteur, attendez que je précise, cette étude concerne 20 grandes réformes qui ont été faites dans 10 pays. Sur ces 20 grandes réformes, il y en a 5 qui ont totalement échoué, dont une en France d'ailleurs, vous connaissez, c'était le SMIC jeune de Balladur en 1994, CIP ça s'appelait. Il y en a 5 qui ont été partiellement mises en forme, et il y en a 10 qui ont réussi. Et ils ont analysé en détail la réforme sur le CIP de Balladur, que si vous regardez le site internet, vous verrez, il y a une 20aine de pages pour décrire tout ce qui s'est passé, y compris sur le plan politique, comment ça s'est passé, en détail. Alors, le premier facteur déterminant pour la réussite de réformes structurelles, ils le disent, c'est la cohésion et la détermination du gouvernement. Ça paraît logique, mais enfin, ils le vivent, ils expliquent que les causes des échecs dans de nombreux pays, enfin, chaque fois qu'il y a eu des échecs, ça a été pour cette raison, ça a été la raison principale. Par exemple, le CIP le SMIC jeune de Balladur, vous aviez un ministre du Travail qui s'appelait Giraud, qui était chiracien. On était à 1 an de l'élection présidentielle, un peu plus d'1 an. Et vous aviez le ministre des Finances qui était balladurien, et ils n'étaient absolument pas d'accord sur la réforme qu'il fallait faire. Il n'y avait pas de cohésion et de détermination du gouvernement. Alors, il donne aussi d'autres exemples. En Italie et aux États-Unis, des réformes des retraites qui ont échoué. En Allemagne, une réforme du commerce de détail qui a échoué. Aux Pays-Bas et en Espagne, la déréglementation des loyers, ça a échoué. Et en Pologne, une réforme sur les assurances sociales agricoles qui a échoué. Donc, ça arrive. Il n'y a pas qu'en France que les réformes échouent. Il y a aussi dans d'autres pays. Et donc, pour cette raison principale. Mais ce n'est pas la seule. Il faut aussi, disent-ils, qu'il y ait un mandat électoral et non pas qu'on fasse des réformes, comme ils appellent, furtives. Alors ils trouvent qu'en France, on aime bien les réformes furtives parce qu'on a un exemple qui a réussi, qui n'est pas dans les 20 qu'ils ont étudiés,
Et c'est l'exemple de Balladur en 93, la réforme des retraites. C'est la retraite du privé uniquement, hein. Mais il a fait un petit décret le 30 août qui est passé tout à fait inaperçu. Mais effectivement, il n'en avait jamais parlé, ou pratiquement pas parlé avant. Et ça a été une réforme des retraites réussie. Donc, en France, il y a cette tendance à dire si on y va en douce, sans rien dire, ça peut marcher. Eh bien, d'après eux, en tout cas d'après l'OCDE, c'est non. Il n'y a que sur les réformes réussies qu'ils ont étudiées, il n'y en a que 2 qui ont été faits sans mandat électoral précis. Une sur les commerces, la construction de magasins et des horaires d'ouverture, celle-là a réussi. Et puis, voilà. Et puis ils disent aussi, il faut un mandat donc électoral, souscrit par la population, et il faut que ça soit fait en début de mandat. Si c'est fait après, on oublie que le mandat électoral. 3e facteur déterminant, une communication efficace. Ça paraît clair, il vaut mieux que le gouvernement explique ce qu'il fait. Mais ils disent qu'il faut que les objectifs soient clairs. Et ça, c'est pas toujours si simple. Prenons toujours l'exemple de la réforme du SMIC jeune de Balladur. En fait, les objectifs étaient... Il y avait 2 clans qui étaient concurrents, mais aussi qui avaient des objectifs différents. Il y avait le ministère des Finances qui disait on va faire une réforme, le SMIC jeune, uniquement pour les non qualifiés et uniquement de moins de 20 ans. Et puis il y avait l'autre qui disait non, on va faire une réforme plus large, on va faire une réforme jusqu'à 26 ans et les étudiants seront compris. Et c'est là que ça a cloché d'ailleurs, parce que les étudiants à l'époque ont dit nous on ne veut pas être payé en dessous du SMIC, il n'y a pas de raison, on a des diplômes, on doit être payé plus que ça. Il y a eu des manifestations importantes d'étudiants, et uniquement d'étudiants, qui ont fait capoter la réforme. Il y a eu un décret 3 jours après le décret qui la mettait en application, un décret disant non, on annule le décret précédent. Donc c'était un échec total. Donc la clarté des objectifs est importante. Il faut aussi que, il vaut mieux, dit l'OCDE, en tout cas qu'il y ait l'analyse faite par un organisme indépendant. Ils pensent peut-être à eux, ça c'est possible. Mais ils pensent aussi, ils citent, alors là, je ne suis pas sûr que ça soit un organisme tout à fait indépendant. Pour les retraites, ils parlent en France du COR, le Conseil d'orientation des retraites, en disant s'il fait des rapports, il faut les suivre. Bon. Ils disent aussi qu'il y a des réformes qui demandent une gestation longue, notamment toutes les réformes concernant les retraites. Ce n'est pas des effets immédiats, c'est des effets à long terme, et ça demande une gestion longue. Et par exemple, un échec patent, c'était celui de Juppé en 1995, la réforme des retraites du secteur public, enfin plutôt des entreprises publiques. Il a fait ça, il a annoncé en novembre, bon, pour la faire immédiatement, ça, évidemment, il n'y avait pas eu la gestation longue. 4e facteur déterminant, les réformes doivent être mûres pour l'opinion. Qu'est-ce que ça veut dire? Et ça, vous allez être surpris. Moi-même, j'ai été surpris. Ils disent c'est bien qu'il y ait eu, pour une réforme à faire, qu'il y ait eu des échecs antérieurs. S'il y a des échecs antérieurs sur cette réforme, l'opinion a mûri. Elle a eu le temps de constater que finalement, il fallait peut-être la faire. Et donc, un échec antérieur, ou plusieurs échecs antérieurs pour une réforme, c'est pas une mauvaise condition. Ça nous laisse quelques espoirs pour la réforme des retraites, qui est jouée pas mal en France, pour la sélection à l'université, mais effectivement la sélection dans les universités, vous voyez que c'est en train de se faire. Ils appellent ça prérequis, mais c'est pareil, hein, ce qu'on est en train d'annoncer, c'est vraiment une sélection dans les universités. À la suite des histoires, bien sûr, du fait qu'il a fallu tirer au sort les étudiants qu'on admettait. Donc là, vous voyez ça peut être illustré pour la France. Pour le SMIC jeune, je doute qu'on arrive, bien qu'il y ait eu deux échecs successifs. Il y a celui de Balladur en 1993, mais il y a eu ensuite celui de Villepin, qui était également, s'appelait CIP, CPE. Et le CIP c'était Balladur, le CPE c'était Villepin. Ça a été des SMIC jeunes qui n'ont pas réussi. Bon, est-ce qu'il y en aura d'autres? Ça, j'en doute. Alors la deuxième étude, c'est France Stratégie, donc l'ancien commissariat au plan, réduction des dépenses publiques, les leçons de l'expérience. Ils ont étudié
17 pays qui ont vraiment réduit leurs dépenses publiques. Et sur ces 17 pays, la moyenne a réduit de 7% du PIB en 5 ans. Ce qui est quand même pas mal. Quand on sait que Macron prévoit de réduire environ 2,7% en 5 ans du PIB, hein, c'est 60 milliards, ça correspond à 2,7%. 7%, c'est quand même nettement plus. C'est la moyenne. Et il y a même 6 pays qui ont réduit de 10% en 5 ans. Le Canada, les Pays-Bas, la Finlande, l'Irlande, la Suède, la Slovaquie. Et alors, ils expliquent dans quel domaine ont été faites ces réductions de dépenses. Elles ont été faites évidemment principalement dans les domaines où il y a le plus de dépenses, c'est-à-dire les dépenses sociales, c'est normal, et la rémunération des fonctionnaires, c'est normal aussi, mais également dans le domaine du logement. Et ils essaient de voir quelles étaient les méthodes qui ont été employées par ces pays pour faire la réduction de dépenses. Alors, ce sont des fonctionnaires français, c'est un peu normal qu'ils disent, pour commencer, associer les fonctionnaires à la définition des réformes. Mais c'est peut-être pas idiot non plus, peut-être que... Et ils vont même plus loin, ils disent qu'il faudrait qu'ils soient intéressés, c'est-à-dire qu'ils puissent utiliser une partie des économies pour un ministère qui va proposer des réductions de dépenses, mais qui puisse utiliser une partie des économies pour ses priorités, pour les priorités de ce ministère. Ils disent aussi qu'il faut avoir des consultants, ce qui paraît normal, et consulter les citoyens. Effectivement, il est très bon d'avoir des propositions des citoyens. Ça a été fait par exemple par les Anglais en 2010. C'était Cameron et Osborne qui ont fait des réformes importantes. Hein. L'Angleterre a été vraiment très, très sérieusement réformée à ce moment-là. C'est pas dans l'analyse, mais enfin je vous le dis. Osborne a demandé aux citoyens leurs idées sur comment on pouvait réduire les dépenses. Il a eu 100 000 propositions. Et il les a utilisées, peut-être pas les 100 000, mais il en a utilisé un certain nombre. Alors, ce que dit aussi France Stratégie, il ne faut pas, a priori, fixer des objectifs chiffrés à chaque ministère ou à chaque collectivité locale. Il faut attendre les propositions qu'ils vous font. Quand on est au gouvernement, attendez les propositions. Et ensuite, ensuite, vous discutez évidemment pour essayer de les améliorer peut-être. Mais il faut tout annoncer ensemble ensuite. Il faut agir vite, bien sûr. Il faut qu'il y ait peu d'autres réformes en même temps. C'est vraiment, si on a un objectif de réduire les dépenses publiques, c'est l'objectif prioritaire, il faut le faire, et ne pas multiplier d'autres réformes qui ne vont pas dans le même sens. Alors, il y a un autre point important, il faut qu'il y ait le moins possible de dépenses sanctuarisées. C'est-à-dire, on dit, ce domaine-là, on n'y touche pas. Et il donne des exemples précis. Par exemple, les Anglais, il parle des Anglais. Donc les Anglais en 2010, il y avait 2 secteurs dans lesquels ils avaient dit on ne touchera pas, on fera pas des... Ils ont fait des réductions très importantes, hein, mais les Anglais. Mais on ne touchera pas ni à la santé, ni à l'aide extérieure. Bon, ils avaient choisi ça. En Finlande, il y avait un domaine sanctuarisé, la recherche. Au Canada, il y avait un domaine sanctuarisé, c'était la justice. Alors si on compare à la situation de la France actuelle, malheureusement, là, on n'est pas très optimiste, parce que presque tout est sanctuarisé actuellement. Je vais vous citer ce qui est sanctuarisé dans les déclarations de notre gouvernement. L'armée, on doit augmenter ses crédits. La police, c'est la gendarmerie, la justice, l'éducation, les contrats aidés sociaux, pas les autres, mais les sociaux, ça en fait beaucoup. Alors les fonctionnaires aussi, on touche pratiquement pas à leurs effectifs. Ce qui est prévu pour l'année prochaine, c'est 1600 fonctionnaires d'État en moins. C'est quasiment rien. Leur pouvoir d'achat, on annonce qu'il n'y aura pas de perte du pouvoir d'achat des fonctionnaires. Aussi les handicapés, ça on n'y touchera pas. Et les investissements. Or les investissements, c'est un point très important.
Et en France, on est spécialiste des investissements inutiles. Mais vraiment spécialiste. Je vais vous citer quelques exemples qui sont dans les tuyaux actuellement, qui vont être faits et qu'on pourrait très bien remettre en cause. Mais non, on ne touche pas aux investissements. Le canal Seine-Nord, c'est vraiment quelque chose d'inutile. Hein. Même le Premier ministre, Philippe, dit qu'il ne faut pas le faire. Il est peut-être un peu orienté puisqu'il est maire du Havre et que le canal Seine-Nord va faire concurrence. Il y aura moins de bateaux qui iront au Havre, ils iront plus à Rotterdam, pas à Rotterdam ou à Anvers. Bon, peut-être, mais enfin, pratiquement c'est unanime, toutes les études disent que c'est un canal inutile. Le Lyon-Turin, le TGV Lyon-Turin, c'est vraiment... Alors là, il y a de nombreux rapports pour dire que c'est inutile. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Enfin, on peut en citer des quantités, même les investissements qu'on va faire pour les JO, il y en a une partie qui sont vraiment inutiles. Le Grand Paris Express, alors on vous a annoncé un métro automatique autour de Paris, 200 km, mais il y a une partie qui est vraiment inutile, vraiment. Quand vous allez de Montfermeil à Roissy, le nombre de personnes qui vont le prendre, c'est central automatique. Hein. À 25 km de Paris, les liaisons entre banlieues, on pourrait commencer par faire d'abord des lignes d'autobus. Hein. On commence par voir s'il y a vraiment une fréquentation suffisante, avant de lancer un métro automatique qui va coûter les yeux de la tête. Et entre Versailles et Palaiseau, c'est pareil. Enfin, on est à 25 km de Paris et il n'y aura sans doute aucun trafic. Bon, je passe donc sur cette incidente et j'en viens à la dernière étude, qui est l'étude approfondie de nos inspectrices des finances. Elles ont c'est les stratégies de réforme à l'étranger dans 13 pays. Et par stratégie, elles veulent dire en fait quels sont les moyens qui ont été employés pour réduire les dépenses. Alors le premier moyen, bon, il est évident, mais on ne l'a pas assez creusé et analysé en France. Il est évident, c'est la révolution numérique, l'utilisation de la révolution numérique. Pourquoi? D'abord, parce que ça permet l'automatisation des tâches administratives, et donc ça fait gagner des effectifs. Ensuite, ça améliore sensiblement la qualité des services rendus à la population. Quand vous pouvez passer sur Internet, de demander votre passeport sur Internet, c'est plus simple que d'aller vous déplacer. Ensuite, les délais normalement sont plus courts pour la population. Et quand c'est plus simple, plus facile de réaliser une opération parce qu'elle est faite de façon numérique, par Internet ou autrement, eh bien on peut déléguer les tâches beaucoup plus facilement, déléguer des tâches notamment au secteur privé. Et là, on va y revenir, mais les Italiens sont passés maîtres dans ce domaine. Ils ont fait ce qu'on appelle les reti amici, c'est-à-dire qu'il y a 60 000 commerces, ou notaires, ou banques, qui maintenant délivrent des services administratifs à la place des administrations, grâce à cette automatisation, cette simplification que permet la révolution numérique. Alors, elle permet aussi, et c'est un point très important, d'avoir plus de transparence, plus d'informations données aux citoyens. Et donc de pouvoir faire des comparaisons entre, par exemple pour les collectivités locales, on peut faire des comparaisons de coûts. C'est ce que nous faisons d'ailleurs à Contribuables Associés, où on sort un Argus des communes, ou un Argus des départements, un Argus des régions, en comparant les dépenses, et on ne le fait pas de façon très approfondie, on le fait uniquement globalement, mais plus la révolution numérique est entrée dans les mœurs des administrations, et plus on peut le faire de façon sérieuse, et vraiment de faire des comparaisons, et finalement de faire jouer la concurrence. La concurrence peut jouer dans le secteur public aussi, elle peut jouer. On peut comparer une commune à une autre, pour les dépenses, toutes sortes de dépenses, pour les dépenses d'éducation, pour les dépenses de transport, etc. Il y a un moyen, grâce à cette révolution numérique, de faire jouer au maximum la concurrence entre entités publiques. Et ça, c'est un point très important que la révolution numérique permet. Alors je vous parlais de l'Italie parce que j'ai été surpris moi-même de voir que ces inspectrices du travail disaient le plus grand bien de ce qui avait été fait dans ce domaine de la révolution numérique
en Italie, et je vous donne quelques exemples. Les rémunérations de tous les cadres publics sont sur Internet. Les rémunérations des consultants des administrations sont également sur Internet. Les curriculum vitae des dirigeants, les adresses e-mail et les numéros de téléphone de tous les agents italiens, vous les trouvez sur Internet. Le taux d'absentéisme par administration, vous le trouvez, alors que Agnès nous a dit tout le mal qu'elle avait à avoir des informations sur ce sujet. Ben là, sur les Italiens, vous pouvez l'avoir. Les certificats de maladie sont électroniques, par exemple. Les relevés de notes scolaires sont également par Internet. Alors, dans les reti amici dont je vous ai parlé, c'est-à-dire, c'est des bureaux de tabac, des postes, des notaires, des pharmacies même, des commerces, ils traitent des questions d'état civil, de cadastre, de paiement, de pension, etc. Voilà comment nos amis italiens ne sont pas si mauvais que ça, dans tous les domaines en tout cas, et pas dans celui de l'utilisation de la révolution numérique. Ce qui leur permet d'avoir relativement peu de fonctionnaires. En Italie, il y a 3,5 millions de fonctionnaires. En France, on dit 5,4 millions, mais on oublie les 1,3 million supplémentaires qui sont de quasi-fonctionnaires, qui sont par exemple les universités, Pôle emploi, la météo, la recherche, le CNRS, tout ça, c'est des quasi-fonctionnaires. On ne les met pas en France dans le décompte des fonctionnaires. En réalité, on est à près de 6 millions de fonctionnaires. Donc les Italiens sont bien meilleurs que nous dans ce domaine-là de la productivité des administrations. Alors, autre exemple de pays intéressant, notamment toujours dans ce domaine de la révolution numérique, les Pays-Bas. Les Pays-Bas, il y a un guichet unique, électronique, qui donne toutes les relations avec les entreprises. Elles n'ont affaire qu'à un seul guichet. Et également, si elles veulent avoir des informations sur la législation existante, elles passent directement par ce guichet. Les particuliers aussi ont un identifiant unique pour tous les particuliers, tous les néerlandais. Les administrations, quand on donne une information à un particulier ou une entreprise à une administration, on ne la donne qu'une fois. Les administrations doivent se répartir l'information. On n'a pas à la redonner à chacune des administrations auxquelles on a affaire. Ils ont la même définition des salaires pour le fisc et pour la sécurité sociale, ce qui n'est pas du tout le cas en France. Ils ont des factures électroniques. On peut faire des suggestions au gouvernement et elles sont suivies. Les achats aux Pays-Bas les achats des administrations sont faits sur des catalogues qui sont sur Internet et on fait des appels d'offres sur Internet. Et même on peut faire des plaintes en ligne, ce qui n'existe évidemment pas en France, quand on a été volé, quand on a une plainte à faire. Alors, là aussi, les Pays-Bas font jouer au maximum, grâce à ce système, la concurrence entre collectivités locales, en établissant ce qu'ils appellent des dépenses standards, par nature, pour les écoles, la santé, le social, etc. Et ils classent les collectivités locales. Ils ont un peu, comme contribuables associés, le système de l'Argus, c'est un système officiel. Et on peut ainsi faire jouer la concurrence entre les différentes collectivités locales. Au Royaume-Uni, il y a aussi la publication des dépenses de plus de 10 000 euros, à peu près. Et la rémunération des cadres est également sur Internet. À Singapour, 98% des services administratifs sont sur Internet. Il n'y a qu'un seul document pour un dédouanement. Et un dédouanement, c'est un port, c'est important évidemment. Et le dédouanement prend 1 minute. Vous avez 1 minute pour dédouaner votre marchandise à Singapour. Au Danemark, vous avez aussi la déclaration sociale unique, le portail unique pour l'État, les régions, les communes. Vous avez aussi des standards d'activité pour comparer les différentes collectivités locales. Ils ont d'ailleurs supprimé un niveau de collectivité locale, ça s'appelle les cantons, les comtés si je ne me trompe pas. Ils peuvent obtenir les avis des utilisateurs sans difficulté. Il y a la publication d'enquêtes de satisfaction de la clientèle des administrations, c'est-à-dire des administrés. Enfin, un deuxième poste important
stratégie de réforme, comme ils disent, important dans les différents pays qu'ont étudié nos inspectrices des finances, c'est la décentralisation et la clarification des compétences qui va avec, ce qui permet la concurrence entre collectivités. Et, par exemple, la décentralisation est très poussée aux Pays-Bas. Les communes s'occupent de toutes les aides sociales, tout le logement social. Il n'y a pas de système étatique d'aide sociale. La sécurité, l'éducation, les transports, la santé, tout ça, c'est la culture. Ça fait partie des communes. Il n'y a pas d'État qui s'occupe de la culture, par exemple. Et ils ont également, là, ils ont obtenu ce que nous, on a cherché à faire et qu'on n'a pas obtenu pour les administrations, en tout cas pour les administrations centrales, c'est ce qu'on appelle l'opérateur unique de paye. C'est-à-dire qu'il y a un seul organisme qui fait la paye de tous les fonctionnaires. Ça existe aux Pays-Bas. On a tenté de le faire en France. Ça a été arrêté en 2014, après 7 ans de travaux et 400 millions de dépensés pour cet opérateur unique de paye qui n'existe pas en France. Au Danemark aussi, le social a été décentralisé aux communes. En Suède, ils vont même plus loin, puisque les services sociaux ne sont pas seulement uniquement dans les communes, mais c'est les communes qui les externalisent vers le secteur privé. Troisième stratégie, si je peux dire, dans leur langage, sur la réforme, c'est l'alignement entre le public et le privé. Alors on en a parlé pour les retraites, je pense qu'on n'en a pas très bien parlé. En fait, et je crois que là, si jamais Macron suit ce qu'il a annoncé, ça risque de se réaliser en France. Ce qu'il a annoncé, c'est dire, évidemment, on ne va pas toucher, soyez rassurés, Pascal Salin, votre retraite ne sera pas affectée par la réforme Macron. Il ne touche pas aux retraites existantes et il ne retouche même pas aux droits de ceux qui sont à 5 ans de la retraite. Mais en revanche, pour tous les autres, il gèle les droits acquis. Geler les droits acquis en passant à un système par points. Geler les droits acquis, ça veut dire, vous, fonctionnaires, ça fait 30 ans que vous avez cotisé, enfin que vous êtes fonctionnaire, vous avez acquis des avantages qu'on ne va pas contester, on va vous donner des points correspondant à ces avantages. Comme dans le système des retraites complémentaires, vous savez comment fonctionnent les points, hein. On cotise chaque année, on obtient des points, à la fin, quand on prend sa retraite, on convertit les points en pension. Alors là, on gèlera donc les droits acquis, mais à partir du moment où la réforme aura été, et ils vont prendre du temps, puisque ça ne sera pas en 2018, ça sera peut-être en 2019 que cette réforme sera faite, mais peut-être qu'elle sera faite définitivement en 2017, c'est pas impossible. Une fois si on a réussi à faire ce que a préconisé Macron, que d'ailleurs un autre candidat à la candidature, qui était Hervé Mariton, avait lui-même proposé. Il avait dit la même chose. Il avait dit, on va geler les droits acquis des fonctionnaires, tels qu'ils sont, mais pour l'avenir, tout le monde sera au même régime, c'est-à-dire quand on cotise, on a le montant qu'on cotise se transforme en points, pour tout le monde, c'est les mêmes. C'est la même cotisation et le point vaut le même prix pour le public comme pour le privé. Et ensuite, quand on convertit les points, eh bien, ça se fera comme pour les systèmes complémentaires actuels. Ça sera pour tout le monde la même valeur du point. Alors, c'est un système que, bien sûr, c'est pas, comme l'a dit Agnès hier, c'est pas immédiat, mais c'est un système qui fait une révolution rapide quand même, puisque on a réussi à faire une réforme des retraites qui est faite, qui est acquise, dont les principes sont acquis en tout cas. Alors ça c'est le système. Alors d'ailleurs les Hollandais l'ont fait ça. L'alignement public-privé sur les retraites, ça a été fait aux Pays-Bas. De même qu'ils ont fait l'alignement du droit du travail. Bon, il y a beaucoup d'autres pays qui sont dans le même cas. Passons à une autre stratégie, c'est évidemment la baisse du nombre de fonctionnaires. Et il est normal qu'on cherche à réduire le nombre de fonctionnaires. Et dans beaucoup de pays, ça a été réussi. Aux Pays-Bas,
Ils ont fait 20% de réduction, non pas 20%, 20% pour certaines fonctions, comme les fonctions de conception, des fonctions support, le contrôle, mais ils l'ont fait également pour le logement, pour les affaires étrangères, pour le social. Donc il y a des secteurs où on peut faire des réductions d'effectifs importantes. Il faut les chiffrer, disent-elles plutôt, nos inspectrices, par ministère, pour les 4 ans à venir. Et comme ça, on arrive à... Et on arrive, c'est comme en Italie, aux Pays-Bas, ils ont l'équivalent de 3 millions à population égale. L'équivalent de 3 millions de fonctionnaires de moins que nous, comme les Allemands d'ailleurs. Ce chiffre de 3 millions n'est pas... Et on le retrouve dans la comparaison avec l'Italie, avec les Pays-Bas, avec l'Allemagne. Si nous avions le même nombre de fonctionnaires à population égale que ces 3 pays, nous en aurions 3 millions de moins. Les Finlandais ont réussi une réduction de 15% de leurs effectifs. Le Canada a réussi 19% de baisse de ses effectifs en 5 ans. Le Royaume-Uni, aussi, on en a parlé ce matin, j'avais moi le chiffre de 500 000, c'est peut-être 600 000 comme ce qui a été dit. Enfin, c'est déjà pas mal, hein, 500 000 pour un pays qui avait moins de fonctionnaires que la France. 500 000 ont été faits très rapidement depuis 2010. Et effectivement, ça a donné un nombre important d'emplois créés dans le secteur privé qui ont largement compensé, très largement compensé, cette baisse des effectifs des administrations. Il y a aussi la baisse des dépenses sociales. Beaucoup de pays en ont fait. L'Allemagne, c'est bien connu, les retraites ont été changées, la santé, l'assurance chômage aussi est très inférieure en Allemagne à ce qu'elle est en France et à ce qu'elle était avant. Les Pays-Bas ont fait aussi une augmentation de la franchise annuelle pour les soins de santé, par exemple. Et les Pays-Bas, ils ont même fait plus, parce qu'ils ont introduit ce qui était proposé par Pascal Salin tout à l'heure, la concurrence. La concurrence. Vous pouvez, aux Pays-Bas, choisir votre assureur santé. Alors ça, c'est quand même une révolution importante. Ils ont fait jouer la concurrence. Bon, je passe rapidement et j'en viens un peu à mon point de vue sur ces réformes et sur ces propositions de réforme. D'abord, il faut remarquer que dans les 3 cas, ce sont des fonctionnaires. Fonctionnaires de l'OCDE, c'est des fonctionnaires internationaux, mais c'est des fonctionnaires. France Stratégie, c'est aussi des fonctionnaires. Et l'inspectrice des finances sont des fonctionnaires. Si bien qu'ils n'ont pas trop voulu faire de peine aux fonctionnaires. Donc aucun ne parle du gel des embauches. Le gel des embauches pourtant a été réalisé dans plusieurs pays. L'Italie, par exemple, pendant 3 ans, a fait un gel des embauches. En France, ça aurait un effet considérable. On n'en parle pas. Hein. On vous fait croire qu'il y a 120 000 départs en retraite tous les ans. Et on parlait de 1 sur 2. C'était Sarkozy qui avait dit on ne remplacera qu'1 sur 2 fonctionnaires partant à la retraite. Mais en réalité, il n'y a pas que les départs à la retraite. Il y a chaque année environ 440 000 embauches de fonctionnaires en France. Alors ce qu'on ne sait pas, c'est que il y a ceux qui partent en dehors de la retraite. Vous en avez qui sont détachés, vous en avez même qui meurent, ça arrive, des fonctionnaires. Vous avez il y a le détachement, et puis il y a plusieurs formes de détachement. Mais vous avez aussi tous les contrats à durée déterminée qui arrivent à échéance. Alors ceux qui sont renouvelés, c'est une embauche. Et donc c'est comme ça qu'on arrive, et c'est les statistiques officielles de l'INSEE, hein, je ne l'invente pas, 440 000 embauches de fonctionnaires par an. Alors si on gèle les embauches, on réduit le nombre de fonctionnaires de 440 000. Alors on peut le faire un peu plus souplement, comme l'ont fait les Italiens. Les Italiens ont dit on gèle les embauches, mais il y aura des dérogations. Et ça dépend comment sont faites les dérogations. Si vous dites les dérogations, il y aura un ministère, par exemple le ministère de la fonction publique, qui devra donner son accord pour toute embauche. Ça freine sérieusement les envies. Personne, aucun fonctionnaire, aucun responsable d'administration n'aura envie d'aller devant le ministère de la fonction publique pour dire oui, moi j'ai besoin, et il s'arrangera pour que ça se passe et qu'il fasse bien le gel des embauches.
C'est ce qui se passe dans les entreprises privées. Très souvent, c'est un système qui est adopté dans les entreprises privées quand il y a des réductions importantes d'effectifs à faire. On le fait de cette façon. Je connais une entreprise Danone qui l'a fait et sans que ça pose beaucoup de problèmes. Donc là, c'est une solution possible. Le gel des embauches, ça a été d'ailleurs la première mesure qu'a prise Margaret Thatcher quand elle est arrivée au pouvoir. Elle a dit « j'arrête les embauches de fonctionnaires ». Et ça a marché. Ça a marché, ça permet de faire... Et ça, bien sûr, nos fonctionnaires n'en ont pas parlé. Alors, ce qu'on peut dire aussi, qu'il n'y a rien dans ces propositions dont je vous ai parlé, dans ces réformes dont je vous ai parlé, des réformes qui sont proposées par contribuables associés. Le référendum d'initiative populaire n'y est pas. La flat tax dont a parlé Pascal Salin ce matin n'y est pas. La réforme de l'apprentissage n'y est pratiquement pas. Ce qu'on appelle le NAO, c'est-à-dire une cour des comptes qui dépend du Parlement, ce qu'auront les National Audit Office, c'est ce qui se passe en Angleterre. En Angleterre, vous avez une cour des comptes qui dépend entièrement du Parlement, qui donc fait des études à la demande du Parlement, qui présente ces études à une commission de 15 membres du Parlement britannique. Et sérieusement, c'est une administration qui va être épluchée par le... Et on ne discute pendant 3 heures devant ces 15 parlementaires que des réformes qui ont été proposées par la Cour des comptes anglaise et qui n'ont pas été acceptées par l'administration. Toutes les autres, bien sûr, elles sont mises en place. C'est un système très efficace, c'est un système qui marche bien, les Anglais en sont très contents. On en avait parlé, ça avait été dans les propositions d'ailleurs, ça a été promis par Nicolas Sarkozy dans la campagne électorale de 2007. Ça n'a pas été réalisé parce que la Cour des comptes française a dit « nous, on est des magistrats indépendants, il n'est pas question qu'on dépende du Parlement ». Donc ça, c'est un système qui fonctionne. Autre réforme dont on n'a pas parlé du tout là-dedans, mais c'est les HLM. On peut faire beaucoup pour HLM, notamment les vendre. Beaucoup de pays ont vendu les HLM. Margaret Thatcher a lancé le droit d'acheter. Ça s'appelait Right to Buy. Droit d'acheter, et ça a fonctionné. Vous avez un très grand nombre de locataires de HLM anglaises qui sont devenus propriétaires. Plus de 2 millions sont devenus propriétaires. Les Allemands ont fait pareil. Les Allemands ont... Alors, ils n'ont pas tout à fait pareil. Ils n'ont pas adopté le right to buy, le droit d'acheter. Ils ont simplement dit on les vend. Il faut dire que c'était un peu plus facile parce que c'était après la réunification. Beaucoup de logements pratiquement tous les logements en Allemagne de l'Est étaient des logements publics et les villes à qui ils appartenaient ont dit on les vend. Dresde a vendu la totalité de ces HLM. Et ils les ont vendus à des sociétés financières, même américaines, qui les ont rénovés, qui les ont revendus aux locataires. Et ça, c'est quelque chose dont on ne parle pas en France, mais qui est quand même un des moyens importants de réagir de réformer notre politique du logement. Les retraites par capitalisation, qui ferait plaisir à Jacques Garello, on n'en parle pas du tout non plus dans ces réformes. La politique de la ville, qui est un vrai gaspillage. Dans la politique de la ville, on démolit des HLM, on reconstruit des HLM au même endroit, pour les mêmes, ou pour des nouveaux, éventuellement. Et ça ne change rien à cette population. La population n'est pas plus heureuse pour autant. Un peu plus, mais enfin, le climat n'a pas changé pour autant. La politique de la ville, on pourrait la réduire. Les aides à l'emploi, et tout ce qui est écologique aussi, il y aurait beaucoup à dire sur les dépenses faites pour l'écologie. Alors, je voudrais dire 2 mots maintenant de ceux qui liront mon livre le verront. C'est la comparaison avec l'Allemagne. La comparaison avec l'Allemagne, dans aucune de ces études, je ne l'ai vue, et elle est quand même fondamentale, parce que l'Allemagne est notre premier concurrent, de très loin, le premier concurrent de la France, et ses dépenses publiques, on l'a dit ce matin, seront à 12% du PIB supérieur à celle de la France, mais l'essentiel de cet excédent de dépenses publiques, il est financé par les entreprises.
c'est 9% du PIB. 9% du PIB de différence. C'est pour ça que j'ai un peu réagi quand Pascal Salin a dit que les entreprises ne payaient pas d'impôts. Malheureusement, non. En France, les entreprises paient. Alors, c'est surtout les charges sociales. Les charges sociales, en France, en Allemagne, d'ailleurs Agnès l'a dit, la cotisation salariale est de 20% environ des salaires, en moyenne, et celle des patrons est aussi de 20%. À peu près, des ordres de grandeur, mais qui ne sont pas éloignés de la réalité. En France, c'est aussi 20% pour les cotisations salariales, mais c'est 40% pour les patrons. Donc les patrons français, les entreprises françaises, elles doivent payer 20% du salaire en plus par rapport à une entreprise allemande. C'est quand même une différence qui est colossale et qui fait que même si les salaires français sont inférieurs aux salaires allemands, au total, le coût du travail en France est supérieur à celui de l'Allemagne. Alors, ça c'est donc une part importante de la différence avec l'Allemagne. Comment s'explique cette différence de dépenses publiques de 12% du PIB? Il y en a, c'est à peu près moitié-moitié. À peu près moitié pour les revenus de la fonction publique, les rémunérations de la fonction publique, c'est un peu moins de la moitié, 5,6% du PIB. Parce que c'est ces 3 millions de fonctionnaires que nous avons en plus par rapport à l'Allemagne. Il faut dire que les fonctionnaires, on l'a vu, que les fonctionnaires allemands travaillent plus, beaucoup plus. Ils sont à 40 heures pour la plupart, quelques-uns à 39, mais la plupart à 40 heures. Ils partent à plus de 65 ans maintenant, alors que nos fonctionnaires partent à 60 ou moins. Donc tout ça fait qu'il y a une différence importante dans le coût de la fonction publique, et puis aussi des tas d'organismes inutiles que nous avons. On a la moitié de nos préfets sont dans des placards. Et bon, forcément, on les paie quand même, nos préfets. Ils ne sont pas gratuits, etc. Bon. Donc l'aspect fonction, rémunération publique est une des principales explications de la différence avec l'Allemagne. Une autre explication, c'est pour les allocations. Les allocations, les retraites, c'est considérablement moins élevé. Maintenant, ils sont sur le chemin de partir à 67 ans, les Allemands. Ils étaient à 65 et ils ont prévu que dans quelques années, ils partiront à 67 ans. Tous les Allemands, enfin bien sûr les fonctionnaires aussi, mais tous les Allemands. Donc ce qui fait que les allocations sociales, le coût des retraites en Allemagne est beaucoup moins élevé qu'en France. Le chômage aussi, ils ont moins de chômeurs évidemment, mais ils ont aussi moins d'indemnités. Donc au total, le chômage représente des allocations sociales très importantes qui sont beaucoup moins élevées en Allemagne qu'en France. Le logement, j'ai dit là, ils ont vendu une bonne partie de leurs HLM. Maintenant, la différence, c'est 1,5% du PIB, c'est pas rien sur le logement. C'est pour ça que là, Macron a raison d'insister en disant qu'il y a des choses à faire. Bon, il n'a pas lâché quand même sur les 5 €, même si c'est pas grand-chose, mais c'est déjà pour montrer qu'il fallait faire quelque chose. Donc là, de ce point de vue-là, je pense qu'il a raison, qu'on a beaucoup à faire pour faire des économies sur le logement. Je vous dis, 1,5% du PIB par rapport à l'Allemagne. La culture, en Allemagne, c'est pas une question d'État, c'est une question de Länder ou de commune, et pas d'État. Il n'y a pratiquement pas de dépenses d'État pour la culture. D'ailleurs, ils n'ont même pas de ministère de la culture, ni de ministère de l'éducation d'ailleurs, on l'a dit. Donc là, on a aussi beaucoup à faire. Donc voilà comment on pourrait arriver à se rapprocher de l'Allemagne. Je ne crois pas que ce soit impossible. Les exemples étrangers que je vais citer ont montré qu'il y en a qui y arrivent. La France pourrait y arriver si elle le voulait. Comme le dit, il y a une image qui est assez frappante, qui est employée par l'ancien président d'Essilor, qui dit la France, c'est un cheval qui est engagé dans une course de chevaux avec tous les autres pays concurrents, mais c'est un cheval qui a un jockey obèse. Et le jockey, c'est notre administration, c'est nos 3 millions de fonctionnaires qui font que nous sommes ainsi pénalisés par rapport à nos concurrents. Alors, deux derniers points rapides qui sont pour moi essentiels. Si on veut faire des réformes,
il faut qu'on évite d'avoir trop d'opposition, ou d'une opposition qui bloque. Et ça, c'est très facile. C'est beaucoup plus facile qu'on ne le croit. Il suffit de se faire comme nos voisins, c'est-à-dire d'avoir une législation sur le droit de grève. Nous n'avons pas de législation sur le droit de grève, ou très peu. On a un petit service minimum qui est ridicule. On a quelques jugements favorables, mais très peu. Il faudrait faire ce qu'ont fait nos voisins, c'est-à-dire les Anglais du temps de Margaret Thatcher, les Allemands l'ont fait depuis longtemps, c'est-à-dire qu'on ne fait de grève que pour des motifs professionnels, et non pas contre une politique qui est décidée par le Parlement. C'est pas la grève qui peut remplacer le Parlement. Donc, pas de grève, ni politique, ni de solidarité. C'est interdit dans ces pays, c'est vraiment interdit, ils ne le font pas, ça n'existe pas dans ces pays. Et il suffit d'une loi pour le faire, hein, et d'ailleurs cette loi serait conforme à une jurisprudence, mais enfin, il vaut mieux que ça soit dans la loi que dans la jurisprudence. Ensuite, dans ces pays, quand il y a une grève, il y a un vote à bulletin secret, et un véritable vote, ce qui n'existe pas en France. Ça aussi, c'est un moyen important de limiter les moyens de ceux qui s'opposent à des réformes. Et puis, il y a aussi un service minimum, mais un vrai service minimum. Parce que, je ne sais pas si vous vous souvenez, en 2007, quand on a parlé de service minimum, pendant la campagne électorale de Sarkozy avait dit « on fera comme les Italiens pour les transports publics ». C'est-à-dire qu'il n'y aura pas le droit de faire le grève 3 heures le matin et 3 heures en fin d'après-midi. Ce qui est un bon système, parce que ça limite par rapport au système actuel. Là, c'est un véritable service minimum. Et enfin, il faut éviter que les syndicats, quand ils déclenchent une grève illégale, soient irresponsables. Il y a une loi en France qui dit qu'on n'a pas le droit de saisir les biens des tribunaux, des syndicats. Non, alors on peut les condamner tout ce qu'on veut, ça n'a aucune importance, on ne peut pas saisir leurs biens. Alors que nos syndicats sont riches, on ne le sait pas, mais ils ont des réserves considérables, tous les syndicats, financières, très importantes. Donc il y a beaucoup à faire dans ce domaine pour réduire l'opposition et éviter mais ça, peu de gens en parlent, malheureusement, mais ça serait un moyen important, employé par la plupart de nos concurrents, pour éviter qu'il y ait des blocages des réformes. Enfin, ce que je voudrais dire, pour donner de l'optimisme à tout le monde, c'est que je crois que les sondages le disent, il y a eu des sondages disant que les Français souhaitent vraiment des réformes importantes, une transformation de notre pays. C'est 69% des Français dans les sondages qui le disent. Il y en a même 70% qui disent qu'ils veulent un homme à poigne. Donc il y a quand même une opinion publique en France qui est favorable aux réformes, et donc ne soyons pas trop pessimistes après ce week-end. Et je me permettrai de citer même quelqu'un comme Alain Juppé, qui n'est pas considéré comme un grand réformateur. Je le lis. Notre pays est mûr pour de grandes réformes. Nous avons tout essayé, sauf ce qui marche partout ailleurs.